La rencontre s'est faite depuis que je suis toute petite parce que c'est une artiste énorme, parce qu'elle est noire, tout simplement. Et donc, pour une petite qui veut être dans le milieu artistique, elle forme. On va pas dire on copie parce qu'on est vraiment loin, mais j'ai envie de dire, elle est nourricière. Comme toutes les autres artistes que j'ai pu rencontrer, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, de par mes parents. Et en 2019 particulièrement, parce que je prenais un petit virage au niveau de mon spectacle et j'avais envie de démarrer avec elle. Et donc, j'ai démarré. C'est une chanson que, quand j'écoute à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, à Feeling Good, boum, ça me. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec elle. Et elle est, elle est sublime. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il manque tellement d'adjectifs. Voilà. L'idée de la collection est née au moment de l'écriture du journal intime de Mozart, que les éditions Belin m'avaient demandé. Et en l'écrivant, je me suis dit qu'il fallait absolument rajouter des musiques, rajouter des sons et finalement en faire un petit film sonore. Et j'ai proposé l'idée à la direction, à France Musique, qui ont tout de suite accepté. Et l'aventure a débuté avec Mozart, qui a été interprété par Nicolas Vaud. L'idée initiale, c'est d'offrir aux jeunes l'image d'un artiste comme un phare, comme potentiellement un objectif, enfin une idée de ce qu'il est possible de faire, un repère d'exigence, de vie, de répondre à une passion. Et à travers donc des choix comme ça de personnalités extrêmement fortes du milieu artistique. En termes de réalisation pure, j'ai envie de dire que les obstacles peuvent être à la fois multiples et inexistants, c'est-à-dire qu'on avance nous aussi au fur et à mesure des obstacles qu'on rencontre. On dépend de beaucoup de choses, on dépend d'un texte, on dépend de l'interprétation du texte, on dépend de la façon dont on va l'illustrer, de notre inspiration, de l'inspiration en amont de la personne qui a écrit le texte, ensuite de celle qui va l'incarner. Donc on a beaucoup de problématiques. Parfois on a dans la tête un personnage, on le pense d'une certaine façon, et puis le comédien ou la comédienne va l'interpréter d'une toute autre façon. Donc il faut être ouvert aussi à ces propositions qui sont peut-être pas notre vision du personnage en amont. Si ça diffère trop, bah, évidemment on en discute et puis on remodèle l'interprétation, on voit ensemble. C'est beaucoup de consensus aussi. Il faut que tout le monde se sente à l'aise dans ce qu'il a à faire pour faire un beau podcast. Pour incarner mes personnages de façon générale, quand on me propose un rôle à jouer, je vais essayer d'aller vers l'imaginaire de la proposition, c'est-à-dire du metteur en scène ou de la metteuse en scène, de réalisateur, pour essayer d'être au plus proche de ce que lui imagine, parce que le personnage lui appartient à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il voit, comment il voit, la couleur, c'est quoi sa colère, c'est quoi, comment il s'exprime, sa démarche, tout ça. Et après, j'essaye de le ramener à mon imaginaire à moi et faire en sorte que les deux imaginaires se rencontrent vraiment. Alors après, quand on a un personnage comme Nina Simone, plus précisément, c'est waouh, c'est tellement énorme, elle a un imaginaire qui est tellement débordant, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on place la caméra quand on regarde Nina Simone? De quel prisme on se met? Donc, j'ai envie de dire, je ne me suis pas embêtée, je l'ai appelée tout simplement. Je lui ai dit, écoute, comment ça se passe? Et elle m'a dit, écoute, tu ne seras jamais Nina Simone. Tout ce que je peux donner comme conseil, c'est être au plus proche de toi. Sois toi. Voilà. Et garde ta folie intérieure. Donc, je vais essayer. Comment on crée un podcast? Eh bien, c'est l'écriture qui va être le moment le plus important, puisque de l'écriture naît à la fois le choix des moments de vie, puisqu'on a 7 épisodes de 10 minutes chacun, donc il faut être... C'est très court, on a un nombre de mots approximatif qui doit être respecté. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix dans la vie de la personne dont on évoque ce parcours. Et je dirais que c'est là le seul point, le seul aspect subjectif de la démarche du journal intime, puisque c'est effectivement moi qui choisis ce que je vais prendre à chaque instant de sa vie pour avoir ce tracé. Et ce travail de son,
c'est pas juste apposer des musiques, c'est évidemment les apposer de manière à ce qu'elles correspondent au déploiement de la vie de Nina Simone, mais aussi sur un plan sonore, comment je les fais rentrer dans l'intention. Comment est-ce que, pour Nina Simone, on le sait, toute sa musique est construite à partir de tout son travail autour de Bach, de Beethoven, de tout son travail classique qu'elle a effectué dans sa jeunesse, et en fait on les entend dans ses œuvres. Donc l'idée c'est finalement de tisser un lien de sa musique ou du classique vers sa musique, mais de renforcer cet aspect-là. Donc il faut absolument tout entendre de manière à faire ce petit travail de broderie qui va glisser, mais qui va faire qu'il va y avoir cette aura sonore qui va aller au-delà, qui va transposer le texte dans cet univers du son, mais pas juste en aplat. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect bruitage. Donc là, c'est une autre recherche qui vient encore après pour donner ce relief de vie un peu cinématographique. Donc les avions, les klaxons à New York, les bruits de porte. Et là, on va chercher très très loin. Moi, je peux écouter 150 bruits de porte avant de trouver le bon grincement. Quand il fallait mettre des mouettes chez Bach, alors il y a les mouettes. Enfin, voilà, on écoute la mouette qui vole, la mouette qui est posée. Enfin, c'est un travail qui est à la fois assez effrayant et qui est aussi très drôle. Et puis ensuite, je donne tout cela à Sophie Pichon, avec laquelle je travaille beaucoup en amont aussi, parce que je lui dis au début, voilà, moi c'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je perçois le personnage. Elle lit le texte, mais on se connaît très très bien, donc elle sent très bien dans quelle intention je suis, quelle psychologie je suis en train de déployer. Et donc ensuite on se fait une grande lecture toutes les deux, en disant voilà, on entend ça comme ça, on entend ça comme ça, et donc, mais elle ne peut rien faire tant que moi je lui ai pas donné tous mes sons. Et à partir de là, Sophie fait tout son travail de son, et on se retrouve encore en se disant tiens, est-ce que là on pourrait pas rajouter quelque chose, tiens ça peut-être que ça on peut le renforcer, etc. Tous ces petits travaux d'ajustement qui font que cette belle série nous anime, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Voilà. En numéro 1, de toujours penser à l'auditeur. C'est-à-dire de se mettre dans la situation de celui qui reçoit ce qu'il entend, et de voir s'il y a une part d'universel aussi dans ce qu'on transmet, qui puisse toucher, que ce soit les enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Plus c'est universel, plus c'est ouvert, plus on a des chances de parler à beaucoup de monde. Ensuite, une exigence énorme technique et professionnelle, parce que je laisse rien passer. Je trouve qu'on doit à nos auditeurs en général sur les podcasts ou pour les émissions de radio, on doit une qualité qui reflète l'exigence Radio France, et ça j'y tiens beaucoup parce que je suis une enfant de la balle, donc j'ai ça dans les veines. Et après, le reste dépend du sujet, on n'a pas la même inspiration selon les sujets. Il y a des sujets qui font résonner certaines fibres en nous, d'autres qui nous sont plus étrangers, mais justement on va avoir une approche un peu plus néophyte, donc c'est intéressant aussi. Il faut quand même avoir la fibre créative, c'est-à-dire il faut vraiment travailler la matière. Pour moi, c'est une pâte à modeler, et il faut qu'à chaque fois, on arrive à faire naître quelque chose de différent. Je pense quand même qu'il faut avoir une appétence pour un format qui est nouveau. Il faut, pour moi, c'est un nouveau chantier d'expérimentation. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme radiophonique, parce que ça reste quand même pour un produit radiophonique. Et je trouve que c'est un terrain de jeu qui est pour l'instant inépuisable et très très dynamisant. C'est une nouvelle écriture aussi, c'est pas la même dynamique qu'en radio. C'est-à-dire en radio, on a un temps un peu plus long. En podcast, il peut être plus compressé. C'est un peu, pour schématiser, comme la différence entre une série télé et un film. Le challenge sur un podcast, comme il est en plusieurs épisodes, c'est de donner envie à l'auditeur d'aller télécharger l'épisode d'après. Donc il y a une vraie écriture qui diffère d'une émission de radio où on donne rendez-vous et on se quitte jusqu'au lendemain ou jusqu'à la semaine d'après. Le podcast, les gens peuvent les écouter en toutes circonstances, et c'est surtout, voilà, il y a une suite au premier épisode et au deuxième, au troisième, ainsi de suite. Donc il y a une vraie narration qui est différente pour donner envie d'aller plus loin, de se dire mais qu'est-ce qui se passe après? Je veux savoir.
Alors, le personnage est tellement... Est-ce qu'il existe j'ai envie de dire, c'est tellement rempli de mélancolie, il y a une énergie comme ça, un peu de folie aussi, de colère, de grâce par moment. Donc, s'il y a en France... Ah, Catherine Ringer. Catherine Ringer en femme et Joe Star. Et du coup, ne me quitte pas, Catherine Ringer, Joe Star. Ben, pourquoi pas? Ok, venez les gars, je vous produis. C'était une blague. J'ai, ah oui, oui, si, je vais assister à ce concert-là. Catherine Ringer et Joe Star, ne me quitte pas. Je pense que ça, on n'est pas prêt. Moi, je vous dis.